Bienvenue à tous. L'équipe d'Opéra Mundi est très heureuse d'accueillir aujourd'hui au sein de votre lycée le physicien et philosophe des sciences Étienne Klein. Je lui passe la parole et je vous propose que nous prenions le temps de l'entendre. Bonne conférence à tous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre invitation. Je suis ravi d'être dans ce magnifique lycée là que je découvre. Pour vous dire la vérité, ça fait très longtemps que je n'ai pas donné de conférence, donc je ne suis même pas sûr de continuer de savoir comment on fait. Et les multiples reports dont il a été question à l'instant font que, en fait, je me suis trompé de sujet. Je pensais que je devais parler du rapport entre science et vérité. J'apprends que je dois parler du temps et du futur. Et ben, je vais parler du temps et du futur. Voilà. Mais ça va être un petit peu décousu, un petit peu improvisé. Mais peut-être que vous en avez assez de la rigueur mathématique ou physique des cours de préparation au concours des grandes écoles. Là, ça va être un peu plus Rolling Stones. Alors, la première chose que je peux dire s'agissant du temps, c'est que on doit être honnête intellectuellement quand on parle du temps. C'est-à-dire, on en parle avec beaucoup d'aisance. Le mot temps est un mot qu'on retrouve dans beaucoup d'expressions de la langue quotidienne. C'est d'ailleurs un des mots les plus utilisés de la langue française, si j'en crois certaines mesures de fréquence qui ont pu être faites. C'est un mot qui est victime d'une polysémie. On l'utilise pour dire le temps, mais aussi d'autres choses comme le changement, la vitesse, la simultanéité, la succession, le devenir. Et donc, quand on parle du temps, on n'est jamais sûr du sens qu'il faut mettre derrière ce mot. D'autant plus que on ne sait jamais dire à quel type d'entité on a affaire. Est-ce que le temps est une substance? Il y a quelque chose qui a une certaine matérialité. C'est une possibilité, mais elle n'est jamais vraiment tranchée. Est-ce que le temps est un fluide? Ce qui n'est pas la même chose qu'une substance. Un fluide, c'est l'image du fleuve, le fleuve qui s'écoule. On dit souvent que le temps passe comme un fleuve qui s'écoule, sans voir que dans cette métaphore, il y a toutes sortes de problèmes qui sont là, même s'ils sont cachés par l'habitude que nous avons d'utiliser ce genre de phrase. Quand on dit qu'un fleuve s'écoule, il s'écoule dans quelque chose, son lit, qui ne s'écoule pas. Et donc, pour penser l'écoulement de quelque chose, il faut penser un milieu dans lequel cette chose s'écoule, sans que le milieu dans lequel cette chose s'écoule. Autrement dit, quand vous dites que le temps passe, vous supposez que le temps a une extériorité. C'est-à-dire qu'il y a un en dehors du temps dans lequel le temps qui passe s'écoule. Et donc quand vous dites le temps passe, de façon presque mécanique, vous n'avez pas forcément en tête ce problème qui est que pour dire le passage du temps, il faut invoquer implicitement un milieu dans lequel le temps passe et qui ne s'écoule pas. Et ce milieu dans lequel le temps passe, qui ne s'écoule pas, il n'est jamais nommé. Et donc parler d'un passage du temps suppose l'existence d'un hors-temps, qui serait l'équivalent des rives pour le fleuve. Pour dire que le fleuve coule, il faut être sur les rives qui ne coulent pas. Si les rives coulent en même temps que le fleuve, c'est que ce n'est pas un fleuve. D'accord? Ça, c'est une première difficulté. On pourrait aussi se dire, mais le temps, finalement, c'est un mot. C'est un mot qu'on utilise pour communiquer, pour dire des choses. Je n'ai pas le temps, etc. C'est d'ailleurs un mot qui n'existe pas dans toutes les langues. Il y a des langues dans lesquelles ce mot n'existe pas. Il y a même des langues qui ne conjuguent pas, qui ne font pas de différence entre le présent, le futur et le passé. Ça veut dire que la pensée du temps n'est pas une pensée obligatoire. On peut penser et vivre sans que le concept de temps soit utilisé pour penser ou vivre. On peut aussi dire que le temps, c'est une production de la conscience ou une production de la psyché. C'est-à-dire c'est quelque chose que nous avons en nous et que nous projetons sur le monde, de sorte que par ce biais-là, le monde nous apparaît temporel.
En fait, il ne l'est pas, c'est notre façon de le percevoir qui crée l'impression que nous avons que les choses sont soumises au temps. On peut aussi dire que le temps, ce serait une construction sociale. C'est quelque chose qu'on a mis sur pied pour vivre ensemble. On peut aussi considérer que le temps est une illusion. Il y a des gens qui disent que le temps n'existe pas, par exemple. C'est une sorte d'hallucination qui n'a aucune contrepartie dans le réel. Ce qui rejoint l'idée que je développais à l'instant, que le temps serait une production de la conscience. Bon. Donc vous voyez, il y a comme ça des questions assez vertigineuses qui se posent, même si on n'est pas obligé d'en avoir conscience quand on utilise mécaniquement, comme je disais, le mot temps. Mais bon, ces questions se posent néanmoins. Il y a autre chose, et comme vous êtes, si j'ai bien compris, soit élève de terminale, soit élève de classe préparatoire, bon courage, dans les deux cas. Hein. Je ne fais pas de différence. Parce que, bon courage, parce qu'on est assis souvent, quoi. C'est des années, on est tout le temps assis, quoi. Enfin, c'est le souvenir que j'en ai. On ne peut pas courir, on ne peut pas se dépenser. C'est pénible, non? Et donc, vous avez eu des cours de philosophie, j'imagine, et vous avez eu des cours de physique. Et j'imagine que dans les cours de philosophie, on vous a expliqué, au moins dans certains cours, que les philosophes se sont intéressés à la question du temps. Et puis dans les cours de physique, on a dû vous expliquer que les physiciens aussi, au moins depuis Galilée et Newton, se sont intéressés à la question du temps. Pour le dire en une phrase, les philosophes parlent du temps et les physiciens parlent du temps. Et ce constat, il amène à une question naïve, mais qu'on est obligé de poser. C'est est-ce qu'un physicien qui parle du temps parle de la même chose qu'un philosophe qui parle du temps? Ça aurait été intéressant d'ailleurs de temps en temps organiser des cours où sont présents les deux professeurs parlant de la même chose. Donc est-ce qu'ils parlent de la même chose? Si la réponse à cette question est non, ils ne parlent pas de la même chose. Alors pourquoi c'est le même mot? Pour désigner deux choses différentes, on devrait utiliser deux mots différents. Ça préciserait la situation et ça clarifierait les pensées. Et puis si au contraire, on considère qu'ils parlent de la même chose, le physicien et le philosophe, est-ce qu'ils disent la même chose de cette même chose? Vous avez fait non, et je pense que oui, en général, ils ne disent pas les mêmes choses. Peut-être que vous avez lu quelques textes d'Aristote parlant du temps, ou bien de Kant, ou bien de Heidegger, bon courage, ou bien de quelques autres. Et il suffit de lire quelques lignes pour voir qu'ils n'en parlent pas comme Galilée, Newton ou Einstein. Donc, ils parlent de la même chose, mais n'en disent pas les mêmes choses. Et vous devez décider à qui vous allez accorder du crédit. Est-ce que c'est à tel ou tel philosophe et vous allez le choisir selon quels critères? Sa notoriété, le fait qu'il pense comme vous, son prestige, le fait que ce qu'il dit vous paraît convaincant? Ou au contraire, vous allez choisir d'écouter les physiciens, mais là encore, ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Einstein ne parle pas du temps comme Newton. Le temps tel que décrit par Einstein dans la théorie de la relativité n'a pas les propriétés du temps newtonien. Donc quand vous parlez du temps, vous parlez duquel? Vous voyez, ça c'est des questions extrêmement naïves, mais si on s'attarde un peu sur la question, on est bien obligé de les poser. Alors moi je ne vais pas parler très longtemps, mais je vais quand même poser 2-3 choses sur la table pour qu'on puisse ensuite discuter. Je vais parler du temps, je vais parler un peu du futur, et puis on aura une conversation qui sera menée à partir de vos questions.
Mais par exemple, si vous choisissez de dire c'est les philosophes qu'il faut écouter, parce que eux, d'abord, se sont posé la question du temps bien avant les scientifiques, que j'ai cités, et puis ils parlent non seulement du temps, mais du rapport au temps, de la vie vécue, du temps vécu, comme on dit. Donc c'est plus riche que ce que disent les scientifiques qui parlent du temps des montres, sans vraiment parler de notre rapport au temps. Donc décidons d'écouter prioritairement les philosophes. Alors il y en a de très nombreux qui ont élaboré des systèmes philosophiques permettant de saisir cette question du temps en la rapportant ou non à l'espace, ça dépend, mais sans tomber trop dans la caricature, on peut dire que les doctrines des philosophes se séparent, se répartissent, disons, en deux catégories complètement différentes. Il y a des philosophies qu'on appelle les philosophies de la conscience, avec des représentants qui sont, pour les plus connus, Saint-Augustin, Kant, pour le XXe siècle, c'est Husserl, Heidegger, Bergson, Merleau-Ponty. Il y a des gens qui pensent que le temps, pour le dire de façon brutale, est un produit de la conscience. C'est-à-dire, c'est notre cerveau qui possède une sorte de grille de lecture du monde qu'il projette sur les phénomènes, ce qui fait que les phénomènes nous apparaissent temporels. Et puis il y a d'autres philosophes qui sont des philosophes qu'on appelle plutôt des philosophes du concept, pour qui le temps n'est pas une production de la conscience, c'est une sorte d'entité naturelle qui existe indépendamment de nous. Et parmi ces gens, il y a notamment Aristote et quelques autres. Et donc vous devez choisir votre camp. Est-ce que vous pensez que le temps est une production de la conscience ? C'est-à-dire, s'il n'y avait pas de conscience, il n'y aurait pas de temps ? Ou est-ce qu'au contraire, vous considérez que le temps a une existence propre, indépendante de la conscience ? Alors, prenons la première hypothèse. Le temps dépend de la conscience, qui est parfaitement défendable, et d'ailleurs, elle est majoritaire dans les doctrines philosophiques qui sont à votre disposition. La plupart de ces systèmes, qu'on appelle des systèmes corrélationnistes, donc qui corrèlent le temps à la conscience, c'est tous les noms que j'ai cités, et c'est ceux qui font, d'après ce que je peux en juger, le plus autorité dans le domaine philosophique. C'est ceux qui sont les plus lus et les plus commentés. Sauf que si vous adhérez à cette idée que le temps dépend de la conscience, vous allez devoir affronter un problème qui a des allures de paradoxe, qu'on appelle d'ailleurs le paradoxe de l'ancestralité, qui vient du fait qu'au XXe siècle, on a compris, grâce notamment aux travaux des physiciens ou des astrophysiciens, que l'univers a passé le plus clair de son temps sans nous. L'univers, il a au moins 13,7 milliards d'années. Et la vie, disons, le genre homo, quel que soit le qualificatif que vous mettez derrière, sapiens ou autre, le genre homo n'est là que depuis quelques millions d'années. Quelques millions d'années divisé par 13,7 milliards d'années, c'est un rapport de 1 à 6000 ou 1 à 7000. D'accord ? Donc on est là depuis peu de temps. Et même si vous prenez la vie animale, même la vie bactérienne, ça ne change pas vraiment la donne. Ça veut dire qu'il n'y a pas toujours eu de la conscience. Et donc, si vous considérez que le temps a besoin d'une conscience pour exister, pour passer, comment a-t-il pu passer pendant des milliards d'années sans qu'aucune conscience ne soit là pour le faire passer ? Pour le dire encore autrement, si le temps a besoin d'un sujet pour passer, et si le sujet est lui-même le résultat d'une histoire, comment le temps a-t-il pu passer avant l'apparition du premier sujet ? C'est un problème logique, qui est assez grave. Alors, il y a un livre qui est paru il n'y a pas très longtemps, écrit par un philosophe qui s'appelle Michel Bitbol, qui affronte ce paradoxe et essaie de le résoudre.
mais il reconnaît lui-même que c'est une provocation, c'est-à-dire que c'est un problème terrible. Et si vous pensez que ce problème est tellement grave que l'hypothèse que le temps dépend de la conscience devient impossible, parce qu'elle aboutit à cette contradiction, ben vous allez dire le temps existe indépendamment de la conscience, il passe tout seul en fait. Il n'a pas besoin d'une conscience pour exister. Et là vous êtes soulagé pendant un petit moment, parce que vous avez éliminé ce problème. Mais vous allez en rencontrer un autre, parce que si vous dites le temps est une entité physique, indépendante de toute conscience, alors vous allez devoir affronter un autre problème, qui est ce qu'on appelle le problème du moteur du temps. Le moteur du temps. Qu'est-ce qui fait qu'il y a toujours un instant présent qui est présent, sans qu'il soit jamais le même? Tout instant présent est un instant inédit. L'instant présent, là, qui est en train de se passer, il n'a jamais eu lieu. Donc il est neuf. Et en même temps, il est comme toutes les autres, comme tous les autres qui ont précédé. Et le moteur de ce renouvellement d'instant présent, c'est justement ce qu'on appelle le temps en physique. Le temps, c'est ce qui fait que tout instant présent, dès qu'il apparaît, est immédiatement remplacé par un autre instant présent qui lui-même est à nouveau remplacé, etc. Donc le temps, c'est le moteur de ce renouvellement. Et quand vous êtes en cours de mathématiques ou de physique ou de travaux pratiques, j'imagine que vous tracez plusieurs fois par jour l'axe des temps. Un segment, et vous mettez une petite flèche pour dire, voilà, ça avance. Oui, mais sauf que cette flèche, on ne sait pas d'où elle vient. C'est-à-dire, personne ne sait dire ce qui fait que ça avance. Donc on met une flèche pour dire ça avance, mais la physique elle-même, dans ses équations, n'indique pas quel est le moteur de ce renouvellement. Et Newton en avait bien conscience, puisque dans une lettre à ce sujet, écrite à un archevêque, je crois, qui s'appelait Bentley, il écrit « À ce propos, je ne fais pas d'hypothèse ». Donc, je ne sais pas ce qu'est le moteur du temps, mais j'admets qu'il y en a un et je le représente par une flèche. Donc, cette flèche montre que j'ai conscience qu'il existe, et comme je ne sais pas dire d'où elle vient, elle mesure aussi mon ignorance. Okay. Et je passe sur le fait que... Alors, on ne va pas parler de théorie des cordes, de gravité quantique, etc. Il y a des gens qui travaillent sur des géométries non commutatives, comme Alain Kohn et d'autres, qui travaillent sur cette question du moteur du temps. Mais dans toutes les théories physiques qui font référence aujourd'hui, que vous apprenez, que vous apprendrez plus tard, la relativité générale d'Einstein pour la gravitation, la mécanique quantique pour les autres forces naturelles, ben, le moteur du temps, il est implicite. Il n'est jamais explicité au sens où on dirait d'où il vient. Mais un petit mot pour finir sur cette histoire de l'axe du temps. C'est quand même une représentation bizarre, l'axe des temps. Je ne sais pas si vous avez conscience, quand vous tracez l'axe des temps, que sur votre feuille de papier ou sur votre écran, vous représentez la suite des instants comme une trajectoire spatiale. Et votre représentation devrait vous choquer parce qu'elle est monstrueuse, au sens où votre façon de représenter le temps fait coexister en même temps donc des instants qui physiquement ne peuvent pas coexister. Il n'y a jamais deux instants présents qui soient ensemble. Quand on dit quand vous êtes présent maintenant, l'instant T, disons, T plus 5 minutes, c'est un instant qui n'existe pas encore. Donc les différents instants du temps se succèdent au sens où il n'y en a qu'un à la fois, jamais deux, et ils n'existent pas ensemble. Et donc c'est une remarque de Kant, que cette façon de représenter le temps qu'ont les physiciens, et que d'ailleurs
ont adopté tous les autres, même les banquiers, quand ils tracent une variation de je ne sais pas quoi, tout le monde représente l'axe des temps de la même façon, mais c'est une représentation qui est topologiquement absurde. Elle contredit la nature même du temps, en faisant comme s'il était de l'espace. Et je ne sais pas si vous êtes au courant qu'Einstein est venu à Paris en 1922. Il a pu rencontrer Henri Bergson, le philosophe. Ils ont eu une discussion qui s'est très mal passée parce que Einstein ne parlait pas bien le français, Bergson pas bien l'allemand. Puis il y avait des espèces de contresens que Bergson avait fait à propos de la relativité. Mais Bergson a posé les bonnes questions, même si il a mal compris ce que Einstein voulait dire par sa théorie. Mais Bergson dit, comment est-ce que du juxtaposé peut-il devenir du successif? C'est la question que je viens de poser. Vous avez les différents instants sur l'axe des temps qui sont juxtaposés, ils sont représentés ensemble, mais rien ne dit comment on passe d'un instant à l'instant suivant. Quelle est la dynamique cachée qui fait que l'axe des temps n'est pas exactement comme l'axe de l'espace. Dans l'espace, vous pouvez aller et venir à votre guise. En fait, la flèche du temps, elle vient non seulement désigner le fait que le temps a un cours, mais elle vient aussi indiquer que vous ne pouvez pas choisir librement votre position sur l'axe des temps. Et vous ne pouvez pas non plus voyager dans le temps. Quand vous êtes à un instant donné, vous êtes obligé de suivre le cours du temps, ni plus vite ni moins vite que le cours du temps lui-même, de sorte que cette représentation nous invite à penser que le temps est une sorte de prison à roulettes. C'est-à-dire que vous êtes prisonnier de l'instant présent, vous ne pouvez pas en sortir, physiquement en tout cas, par la pensée, vous pouvez toujours vous balader dans des souvenirs relatifs au passé ou bien vous projeter dans le futur. Mais physiquement, vous êtes prisonnier de l'instant présent. Et c'est mobile, c'est une prison mobile, prison à roulettes, on pourrait dire, parce que vous êtes entraîné par le cours du temps, de sorte que vous parcourez à chaque fois des instants nouveaux, inédits pour vous. Okay ? Donc je dis ça simplement parce que l'habitude fait qu'on a tendance à considérer le temps comme une coordonnée, parmi d'autres, analogue presque à celle de l'espace, alors qu'il y a une différence radicale qu'il faut de temps en temps avoir en tête pour, par exemple, comprendre qu'il n'y a rien de plus mystérieux qu'une durée. Je pense même que si les physiciens étaient capables de dire ce qu'ils appellent une durée, la physique ferait des très grands progrès. Parce qu'on voit bien qu'une longueur, ça va. La longueur de cette feuille-là, elle est constituée de points dans l'espace qui coexistent. Mais si je prends une durée, par exemple 1 seconde ou 3 minutes, une durée de 3 minutes est constituée de points, d'instants, qui n'existent pas ensemble et dont la durée est nulle. Donc expliquez-moi comment des instants de durée nulle qui ne peuvent pas exister ensemble, en s'accumulant, finissent par constituer une durée. C'est un truc de dingue. Mais non, nous on dit 3 minutes, 1 seconde, 10 ans, comme si ça allait de soi. Non, c'est des questions presque métaphysiques, ou en tout cas vertigineuses. Enfin, vous pourriez dire que, en fait, il faut commencer l'histoire avec Newton. Je vous rappelle que Newton, c'est le premier, après les premiers travaux de Galilée. Galilée, c'est le premier qui a introduit la variable T que vous connaissez dans la physique. Et il l'a introduite à propos de la chute des corps. Galilée, sans faire d'expérience, parce que les expériences montrent que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers, lui, il comprend, grâce à une expérience de pensée, que si c'était vrai, ça serait impossible.
Car si on admet que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers, ce qui était la loi d'Aristote, et qui est d'ailleurs conforme à l'observation, Galilée comprend que si cette loi est vraie, alors elle est absurde, donc elle est fausse. Et l'expérience de pensée qu'il va imaginer, c'est de supposer que la loi d'Aristote est juste, plus un corps est lourd, plus il tombe vite, et de prendre deux corps de masse différentes. Par exemple, une bouteille d'eau et un verre. L'un est plus lourd que l'autre, mais l'expérience de pensée va consister à relier la bouteille et le verre par une ficelle. Donc on fait un système qui est plus lourd que la bouteille toute seule. On le laisse par la pensée. On le jette dans le vide. Que dit la loi d'Aristote ? Que le système étant plus lourd que la bouteille, va tomber plus vite que la bouteille. Mais la même loi d'Aristote dit que le verre étant moins lourd que la bouteille, va tomber moins vite qu'elle. Donc le verre va tendre la corde et faire parachute. Donc le système va tomber moins vite que la bouteille. Il sera freiné par le verre. Donc la même loi d'Aristote aboutit à deux conclusions qui sont contradictoires l'une avec l'autre. Comment résoudre le paradoxe, dit Galilée, en disant que la bouteille tombe exactement à la même vitesse que le verre, ce qui n'est pas ce que nous voyons. Ça, c'est la première loi de la physique moderne. Je pense que vous connaissez beaucoup de lois physiques. Peut-être remarqué que tous les énoncés de toutes les lois physiques que vous connaissez décrivent des situations que vous n'avez jamais vues. Pour le dire de façon différente, toutes les lois physiques contredisent l'observation. Par exemple, le principe d'inertie. Un corps qui n'est soumis à aucune force a un mouvement rectiligne uniforme. Si vous prenez ce principe au sérieux, vous pouvez venir en vélo au lycée sans pédaler. La vie courante nous montre que dès que la force s'arrête, ou s'annule, le mouvement s'arrête. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Aristote. Pour qu'un corps soit mu, il faut qu'il soit mu par une force, par quelque chose. Et Galilée arrive, non, s'il n'y a pas de force, le mouvement continue indéfiniment. Personne n'a jamais vu un mouvement inertiel. Tous les mouvements qu'on voit s'amortissent ou bien sûr curvilignes. Il faut être dans le vide, etc. Bon, vous connaissez l'histoire. Mais oui, ça veut dire que, et c'est une remarque qu'avait faite un grand philosophe des sciences qui s'appelle Alexandre Koyré, qui disait, depuis Galilée, le pari de la physique, c'est qu'on peut expliquer le réel par l'impossible. C'est-à-dire, on peut expliquer le réel empirique, ce qu'on voit, par des lois dont l'énoncé, quand on l'entend pour la première fois, nous semble impossible. Faux. Et en fait, avec l'habitude, on comprend que des lois qui contredisent l'observation l'expliquent quand même, à condition de changer l'interprétation qu'on fait des phénomènes. En l'occurrence, si vous voyez que la bouteille tombe plus vite que le verre, c'est à cause de l'atmosphère. La gravité fait tomber tous les corps à la même vitesse. Mais quand les corps tombent ailleurs que dans le vide, il y a d'autres forces, la poussée d'Archimède, la résistance de l'air, qui, elles seules, sont responsables de la différence de vitesse de chute que vous observez. Mais il ne faut pas mettre sur le dos de la gravitation des effets qui ne viennent pas d'elle, qui viennent de l'atmosphère. Et c'est ça, c'est vraiment, j'insiste parce que c'est vraiment le tournant dans l'histoire de la physique. Et si vous avez fait un peu de mécanique quantique et de relativité, vous savez déjà que c'est encore plus absurde. C'est-à-dire que ce que raconte la physique quantique, c'est des choses qu'on n'a jamais vues, que vous n'avez jamais vues dans votre vie quotidienne, qui semblent d'ailleurs fausses tellement elles sont absurdes. Et pourtant, ça marche. Ok ? Alors, donc Newton
écrit dans les Principia les principes de ce qui va devenir la mécanique de Newton, que vous connaissez. Et Newton dit dans ce texte que le vrai temps, c'est ce paramètre, c'est T. Alors vous avez remarqué une chose incroyable, c'est puisque vous avez écrit des équations. Vous avez écrit les équations de Newton pour la mécanique, peut-être que je suis même sûr, vous avez écrit les équations de Maxwell pour l'électromagnétisme, et vous écrivez le paramètre T. Il y a quand même un truc incroyable avec ce paramètre. C'est que le temps qu'il figure ne dépend pas du temps. C'est-à-dire, la façon de désigner le temps ne dépend pas du temps. Ce que je veux dire par là, c'est que le paramètre T n'est pas une fonction du temps. Et ce paramètre, si vous regardez les équations de la mécanique, elles vous disent que ce paramètre est complètement autonome par rapport au phénomène temporel. Donc, quoi qu'il se passe dans le temps, ça ne change pas le temps. Et d'autre part, puisque ce paramètre est le même pour tous les instants du temps, c'est T, ça veut dire que le temps ne change pas au cours du temps sa façon d'être le temps. En fait, le temps ne passe pas. Ou alors s'il passe, c'est en demeurant identique à lui-même. Et vous voyez que cette façon de mathématiser le temps que propose Newton contredit tous nos discours sur le temps. Nous, on dit que le temps change, quand plus rien ne se passe, le temps s'arrête, etc. On fait comme si le temps ressemblait au phénomène temporel. Et d'ailleurs, on n'hésite pas dans le langage courant à attribuer au temps des qualificatifs. On dit qu'il y a le temps psychologique, le temps biologique, le temps cosmologique, le temps, etc. Bref, on invente par le langage autant de sortes de temps qu'il y a de types de phénomènes temporels différents. Et Newton dit non, il n'y a qu'un seul temps, et ce temps est complètement indifférent à ce qui se passe dans le temps. Rien ne l'affecte. Et donc, on pourrait se dire, pour savoir ce qu'est le temps, il suffit d'imaginer ce que les équations de la physique diraient du temps si elles pouvaient parler. Donc vous prenez les équations et vous dites aux équations, vous imaginez qu'elles puissent parler, et vous leur demandez, pour vous, c'est quoi le temps? Quelles sont ses propriétés? Alors il y a une première question qui est, est-ce que les équations vont comprendre la question? Et si elles la comprennent, qu'est-ce qu'elles vont répondre? Et évidemment, la réponse qu'elles vont proposer ne sera pas la même selon que vous prenez les équations de Newton, ou de Boltzmann, ou d'Einstein. Mais on peut se dire, c'est la physique qui a quand même un pouvoir, une efficacité incroyable. Je vous rappelle, vous connaissez ça, vous l'apprenez, mais il n'y a pas très longtemps, on a découvert le boson de Higgs, une particule qu'on cherchait depuis 48 ans et qu'on a découverte, et elle avait été calculée grâce aux équations, et la particule qu'on a découverte a exactement les propriétés qu'on avait calculées. En 2015, on a détecté les premières ondes gravitationnelles prédites par Einstein, résultat de la fusion de deux trous noirs, et ces ondes gravitationnelles sont exactement comme elles avaient été calculées. Ça veut dire que la physique que vous apprenez, non seulement permet de comprendre les phénomènes et les expliquer, mais en plus, elle permet de prédire l'existence d'objets ou de phénomènes qu'on n'a jamais vus. Le boson de Higgs, on ne l'a pas trouvé comme ça par hasard. Les équations nous disaient il doit exister avec telle et telle propriété, et on en fait en sorte de le trouver. Ça a coûté du temps, de l'argent, un gros accélérateur, des milliers de chercheurs, mais on l'a vu. Donc on se dit, la physique a une efficacité telle que c'est elle qui a le pouvoir de dire ce qu'est le temps. D'autant plus que, je n'ai pas le temps d'en parler, mais le boson de Higgs, aussi bien que les ondes gravitationnelles, sont des découvertes majeures
qui ont à voir avec la question du temps. Le boson de Higgs, il a à voir avec le fait que les particules de matière ont un temps propre, ont une masse non nulle, donc un temps propre, un vrai temps si vous préférez. Et les ondes gravitationnelles sont un effet du fait que l'espace-temps est une sorte de structure qui est élastique, qui est capable de vibrer au passage de ces fameuses ondes. Et donc, on peut se dire qu'en effet, c'est la physique qui nous permettrait de faire ce que Paul Valéry appelait un nettoyage de la situation verbale. C'est-à-dire de vérifier dans nos façons habituelles de dire le temps, quelles sont les expressions qui ont un sens et quelles sont celles qui sont simplement des commodités de communication sans avoir aucune contrepartie dans la connaissance que nous avons du temps. Et ça, c'est un travail auquel je me suis intéressé avec d'autres. Mais il y a une petite réserve. Une petite réserve. C'est que si vous lisez les Principia de Newton, vous verrez qu'à aucun moment, Newton, et c'est vrai aussi pour sa correspondance, ne dit par quel stratagème intellectuel il a décidé de nommer temps cette variable t qui ne ressemble pas au temps. C'est-à-dire qui ne ressemble pas à notre pensée du temps. Je vous l'ai dit, le t de Newton, c'est un truc bizarre. C'est un temps qui ne change pas sa façon d'être le temps au cours du temps, qui est indépendant des phénomènes, qui ne dépend pas du temps, alors que tous nos discours laissent penser que le temps, il change avec le temps. Il est même synonyme du changement. En fait, on a compris au XXe siècle, grâce à une physicienne, jeune physicienne en 1918, qui s'appelait Émile Noether. Peut-être que vous avez appris ça, je ne sais pas. J'ai plus d'enfants, moi, scolarisés, donc je ne sais pas comment sont les programmes. Mais vous savez peut-être que le fait que T, dans vos équations de physique, ne dépende pas du temps, que le temps ne soit jamais une fonction du temps, ça veut dire que les lois physiques sont invariantes par translation du temps. C'est-à-dire que les lois physiques ne changent pas à mesure que le temps passe. Les lois physiques n'ont pas d'histoire. Je ne parle pas des lois de la physique, parce que les lois de la physique ont une histoire. Newton, c'est pas Einstein. Donc la physique a une histoire. Là, je vous parle non pas des lois de la physique, mais des lois physiques, les vraies, celles qu'on cherche. Elles ne dépendent pas du temps. Elles sont toujours les mêmes. D'accord ? Et ça, Émile Noether a démontré que ça avait comme conséquence la conservation de l'énergie. C'est-à-dire, si on était dans un univers au sein duquel les lois physiques dépendent du temps, changent avec le temps qui passe, on pourrait produire de l'énergie à partir de rien. D'accord ? Donc, ça a d'autres conséquences plus pratiques, c'est que si par exemple ce matin vous avez appuyé sur le bouton de votre four à micro-ondes pour chauffer votre café, ça a marché. Si demain vous faites la même opération, vous appuyez sur le bouton, ça ne marche pas. Vous vérifiez les branchements, ça ne marche pas. Donc vous allez vous tourner vers le constructeur ou le magasin où vous l'avez acheté en disant, avec la garantie, l'appareil est tombé en panne. Et bien le vendeur pourra vous dire, c'est pas sûr. Il se peut que pendant la nuit, les équations de Maxwell aient changé. Et comme l'appareil a été conçu avec les équations de Maxwell d'avant, si elles ont changé pendant la nuit, ben il est normal que l'appareil ne fonctionne plus. Ok ? Évidemment, c'est un argument théorique, mais qui n'est jamais utilisé par les vendeurs. Et pourtant, vous pourriez dire, ça ne marche plus parce que les lois ont changé. Mais cette idée ne vous vient jamais, parce que même si vous ne connaissez pas le théorème de Noether, vous l'avez implicitement intégré. Si vous faites une expérience de physique aujourd'hui, vous obtiendrez le même résultat que si vous l'avez faite il y a 10 000 ans, ou si vous la faites dans 50 000 ans. On a tous intégré ça de façon presque inconsciente.
Alors vous allez me dire, je terminerai juste là-dessus pour ces questions qui pourraient nous emmener très loin. C'est bizarre, vous nous dites que les lois physiques ne changent pas. Et pourtant, on sait que l'univers a une histoire. Big Bang et compagnie. Big Bang, expansion de l'univers, vous connaissez tout ça. Alors, si l'univers a une histoire, c'est que les lois physiques ont une histoire. Et en fait, il a fallu beaucoup de discussions, beaucoup de temps, beaucoup de controverses dans les années 20-30. Même Einstein lui-même pensait que l'univers était stationnaire du fait que les lois physiques n'avaient pas d'histoire. Pour comprendre qu'en fait, quand on dit que l'univers a une histoire, on ne veut pas dire que les lois physiques ont une histoire, mais on veut dire que les conditions physiques changent. Et en fait, l'expansion de l'univers s'accompagne d'un refroidissement général qui lui-même s'accompagne d'une diminution de la densité d'énergie. Donc ce qui change au cours du temps, lorsque nous disons que l'univers change, ce n'est pas les lois physiques, c'est les conditions physiques. Température, densité d'énergie, etc. Et ça, pour les physiciens, c'est un outil presque miraculeux, puisque je vous ai parlé du boson de Higgs. Comment est-ce qu'on l'a détecté? Pas en le cherchant comme ça dans l'espace, il n'y en a plus. Non, on a créé des collisions de protons de très haute énergie qui circulent en sens inverse dans un anneau circulaire. On fait des collisions. Ces protons ont beaucoup d'énergie et la collision va faire que dans un petit volume d'espace, pendant un temps très court, il va y avoir une densité d'énergie très forte. Et cette densité d'énergie sera l'analogue dans le présent de la densité d'énergie très grande qu'il y avait dans les premières secondes suivant le Big Bang. Donc en fait, on recrée dans le présent les conditions physiques du passé. Ce n'est pas une machine à remonter dans le temps. On a fait l'expérience en 2012, on est resté en 2012. On ne s'est pas retrouvé quelques secondes après le Big Bang. On a recréé localement, pendant un temps court, dans le présent, les conditions physiques du passé. Et comme les lois physiques n'ont pas changé, depuis, le fait de répéter, de réactiver les conditions physiques du passé a fait qu'on a vu se dérouler des phénomènes physiques dans notre détecteur qui existaient naturellement dans l'univers primordial. D'accord ? Et parmi ces phénomènes, il y avait le fameux boson de Higgs qu'on a sorti du vide quantique. Enfin, c'est toute une histoire. Mais ce que je veux vous dire là, c'est que quand vous écrivez une équation dans laquelle T ne dépend pas de T, vous accomplissez un geste de portée cosmologique, sans forcément vous en rendre compte. D'accord ? Donc moi, mon boulot ici, c'est de vous montrer que ce paramètre T, c'est très mystérieux en fait. Et la façon dont vous le représentez a des conséquences que vous ne soupçonnez peut-être pas. Alors maintenant, je reviens à ce que je disais à propos de Newton. Il ne dit pas pourquoi il l'a appelé T. Or, vous savez bien, quand vous avez une théorie avec des concepts, des variables, des structures mathématiques, pour dire que telle variable, c'est par exemple une coordonnée d'espace, ou telle variable, c'est une température ou une vitesse, il faut déjà avoir le concept de température dans la tête, ou de vitesse, ou de position. Autrement dit, pour dire d'une variable quelle est telle grandeur physique, il faut déjà la connaître. Autrement dit, pour la détecter dans les équations, il faut la reconnaître. Mais pour la reconnaître, il faut déjà la connaître. Et donc la question, et moi j'ai parlé avec des historiens qui ne m'ont pas donné la réponse, des historiens spécialistes du XVIIe siècle en sciences, par quel stratagème intellectuel Newton a-t-il reconnu dans la variable T ce qu'on appelle le temps, en disant c'est ça le vrai temps. S'il n'avait pas reconnu, il ne l'aurait pas appelé temps, il l'aurait appelé truc.
Et vous imaginez, si Newton avait décidé d'appeler le paramètre t truc plutôt que temps, moi je suis en train de vous parler de truc, de bidule truc, parce qu'il y aurait l'espace-temps avec Einstein, tandis que les philosophes, les psychologues, les biologistes parleraient du temps. Donc une sorte d'arbitraire sémantique, si vous voulez, dans le choix de Newton. Est-ce qu'il avait raison de faire ce choix ou est-ce qu'il a eu tort? Voilà. Donc est-ce que le vrai temps, c'est le temps physique ou est-ce que ce qu'on appelle le temps physique, c'est autre chose, une espèce de paramètre qui traduit simplement la variance des lois physiques au cours du temps? Bon. La question est ouverte, c'est pour ça que quand un physicien vous dit « moi je sais ce que c'est que le temps parce que j'ai mes équations », il y a quand même cet arbitraire du langage qui peut lui être objecté. D'autant plus qu'aujourd'hui on entend des physiciens dire « le temps n'existe pas ». Pourquoi? Parce que dans leurs équations, je pense à ceux qui font de la gravité quantique à boucle ou d'autres choses, dans leurs équations il n'y a pas l'équivalent de t. Donc ils disent « le temps n'existe pas ». Mais c'est le même piège. C'est-à-dire, pour dire que le temps n'existe pas, il faut déjà savoir ce qu'est le temps pour ensuite dire qu'il n'y a pas de contrepartie de cette idée dans les équations. Autrement dit, pour dire que le temps n'existe pas, il faut savoir ce qu'est le temps et être capable de ne pas le reconnaître dans les variables mathématiques qui constituent le formalisme de la théorie. Je passe sur le fait que pour savoir ce qu'est le temps s'il n'existe pas, il faut être fort. D'accord? Donc vous voyez, moi je suis là pour vous montrer qu'il y a une très grande désinvolture langagière dans notre façon de parler du temps pour dire qu'il est comme ci, qu'il est comme ça, qu'il existe, qu'il n'existe pas. En fait, on se paye de mots. Et dès qu'on travaille un peu nos façons de dire, alors on tombe sur des questions qui sont au cœur même des recherches contemporaines. Enfin, pour finir, je voudrais parler un petit peu du futur, puisque on m'a demandé d'évoquer cette question. Vous voyez, la question du futur, on peut déjà se la poser quand on regarde l'axe des temps dont j'ai parlé. Prenez l'instant présent sur l'axe des temps, l'instant T. Vous allez dire c'est le présent. Au moment où cet instant est présent, est-ce que les autres instants qui sont sur le cours du temps existent déjà? Est-ce que les instants qui sont de l'autre côté, dans le passé, existent encore? C'est pas dit. En fait, quand vous tracez l'axe des temps, vous avez deux façons de le penser. Soit vous dites, l'axe des temps, c'est un axe présent de toute éternité, sur lequel l'instant présent se balade. Donc une sorte de trajectoire fixe au sein de laquelle se déplace l'instant T. L'instant T parcourt la droite. Et la droite préexiste au passage du temps. Ou bien vous dites, non, n'existe que l'instant T, l'instant présent. Le passé, c'est le néant. Le futur, c'est le néant. Et finalement, ce que j'appelle l'axe des temps, c'est l'intégrale géométrisée de la suite des positions de l'instant T à tous les instants du temps. Mais il n'existe qu'un seul instant à la fois. On retombe sur la question de tout à l'heure à propos de la durée. Et quand vous tracez l'axe des temps, est-ce que vous faites un choix? Ou est-ce que vous posez la question? Quand l'instant T est présent, qu'en est-il de la réalité des autres instants? Pour le dire en une phrase, est-ce que le futur existe déjà dans l'avenir? Quand vous pensez à demain, par exemple, demain c'est samedi, est-ce que demain existe quelque part à attendre que vous arriviez? Ou est-ce que, à l'heure où je vous parle, demain c'est nulle part, ça n'existe pas, c'est le néant? Comme on a des calepins qui figurent les journées à l'avance, on a l'impression que samedi, demain, est déjà là dans notre calepin, quoi. Moi, la question, c'est est-ce qu'il est ailleurs que dans votre calepin? Est-ce qu'il a une contrepartie dès maintenant dans la réalité? Là, vous pourriez penser que c'est une question stupide, et bon, je reconnais que
c'est une question en apparence stupide. Est-ce que vous avez étudié un peu la théorie d'Einstein de la relativité? Est-ce que c'est au programme ou... Pas en terminale, j'imagine, mais peut-être en première année de classe préparatoire. Bon, en gros, la théorie d'Einstein vous dit, c'est pas la peine de parler d'espace et de temps, il faut prendre comme cadre, comme arène pour décrire les phénomènes physiques, ce qu'il a appelé l'espace-temps. L'espace-temps, c'est l'extension à 4 dimensions de l'espace, chaque événement étant indexé dans cette structure par 3 coordonnées d'espace et une coordonnée de temps. Ça, c'est la première chose. La première chose que dit Einstein, c'est dans l'espace-temps, quand vous êtes immobile dans l'espace, ce qui est votre cas, au moins dans ce référentiel, vous foncez quand même à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que là, on est tous immobiles, les uns par rapport aux autres. Mais Einstein nous dit non, dans l'espace-temps, on fonce tous à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire, dans l'espace-temps, on parcourt tous 300 000 km par seconde. Donc notre immobilité spatiale est une illusion dans l'espace-temps. On va à fond, on est à fond. Et il dit même, tout va toujours à la vitesse de la lumière. Tout va toujours, tous les objets vont dans l'espace-temps à la vitesse de la lumière. Et enfin, il ajoute une troisième chose, c'est que si je me déplace dans l'espace, et non pas dans l'espace-temps, dans l'espace, par exemple, je quitte cette pièce en courant très vite, ou mieux en montant dans une fusée, une navette spatiale très rapide, hein, disons un quart de la vitesse de la lumière, ça devrait suffire. Donc je m'éloigne de vous à grande vitesse. Ben, ce que dit Einstein, c'est que dans l'espace-temps, ma vitesse ne va pas changer. Ça sera toujours 300 000 km par seconde. Mais ce qui va changer, c'est ma direction. La direction de mon mouvement dans l'espace-temps ne sera pas la même que quand j'étais immobile comme vous. Et il arrive à cette conclusion incroyable, qu'on résume parfois par le paradoxe des jumeaux de Langevin, que vous connaissez peut-être, c'est que quand vous vous déplacez dans l'espace, vous ralentissez la vitesse avec laquelle vous allez dans le futur. Il faudrait que je fasse le calcul, mais si je partais d'ici pendant un certain temps avec une vitesse proche de celle de la lumière, il faudrait calculer la valeur, je pourrais revenir dans cette pièce à un moment où vous auriez le même âge que moi. C'est-à-dire qu'en me déplaçant, j'aurais diminué la vitesse avec laquelle je vais vers le futur. Quand vous êtes immobile, vous allez vers le futur à la vitesse de 1 seconde par seconde, disons. Mais si vous êtes en déplacement dans l'espace, la vitesse à laquelle vous allez vers le futur sera un peu plus faible. Vous verrez ça avec les équations. Mais surtout, il y a une façon d'interpréter la théorie de la relativité qui a été proposée par des physiciens comme Hermann Weyl ou bien Gödel ou d'autres, qu'on appelle la doctrine de l'univers bloc. Univers bloc. C'est une sorte d'extension de ce que je vous ai dit à propos de l'axe des temps, mais généralisé à l'espace-temps. Vous êtes d'accord que dans l'espace, tous les lieux coexistent. Par exemple, nous sommes à Marseille. Alors que nous sommes à Marseille, existent en France, par exemple, d'autres villes que Marseille. Vous êtes d'accord? Il y a Paris, par exemple, avec une équipe de foot remarquable. Il y a Paris, il y a Strasbourg, il y a Brest, il y a Lille. Toutes ces villes existent ensemble dans l'espace. Qu'est-ce qui les différencie les unes des autres? Notre présence. C'est notre présence à Marseille qui fait que nous pouvons dire que nous sommes à Marseille. Et que cette ville est donc pour nous dans notre présent et non pas les autres villes que j'ai citées. Et quand vous dites, quand vous êtes en train, par exemple, vous regardez par la fenêtre et vous dites le paysage défile. Ben non, il ne défile pas.
C'est votre mouvement, ou plutôt celui du train dans lequel vous êtes, qui fait défiler le paysage, qui, si le train était à l'arrêt, ne défilerait pas. Donc ce n'est pas le paysage qui défile, c'est votre mouvement qui le fait défiler. Ben, la doctrine de l'univers bloc, comme on l'appelle, elle mélange tout ça. Elle remplace l'espace par l'espace-temps, et elle dit, ben, finalement, l'espace-temps, il existe de toute éternité, et tous les événements, qui sont l'équivalent des villes dans le cas de l'espace, existent dans l'espace-temps. Tous les événements sont déjà là. Les événements que vous appelez présents sont ceux qui sont déterminés par votre présence dans l'espace-temps. Mais les événements du passé, ils existent ailleurs que là où vous êtes, mais ils existent encore. Comme les villes où vous n'êtes pas existent encore. Les événements du futur, ils sont déjà là ailleurs que là où vous êtes. Ils n'existent pas encore pour vous, mais vous pourrez les atteindre grâce au passage du temps. Le passage du temps n'est pas inscrit dans l'espace-temps, c'est votre mouvement d'observateur qui suit sa ligne d'univers, comme le train, qui crée pour vous l'impression que le temps passe. Autrement dit, c'est votre trajectoire dans l'espace-temps qui temporalise l'espace-temps. De même que c'est le mouvement du train qui, dans l'espace, crée l'impression que le paysage défile. D'accord ? Et cette doctrine de l'univers bloc, un peu désespérante, parce que du coup, tout existe déjà. Hein. Il n'y a plus de... Il n'y a plus de levier d'action qui permettrait de piloter autrement notre trajectoire ou de changer le futur en tenant compte de ce que nous voulons, de nos projets, de notre volonté. Tout est déjà joué. En fait, c'est pas une théorie, hein, c'est une interprétation de la relativité qui s'exprime ainsi, avec laquelle tout le monde n'est pas d'accord. Il y a beaucoup de discussions là-dessus en ce moment, par le fait que ça, c'est pour la relativité, mais si vous mettez de la mécanique quantique dans l'affaire, ça devient presque intenable. Parce que vous seriez obligé, si c'était le cas, d'admettre ce qu'on appelle la rétrocausalité, c'est-à-dire le fait que des événements du futur peuvent modifier le présent. Alors je m'entends, là vous préparez un examen ou un concours, et si vous êtes là, c'est précisément parce que vous savez que dans le futur, vous avez un examen ou un concours à passer. Donc l'idée que vous avez du futur détermine votre activité présente. Mais c'est pas ça la rétrocausalité. La rétrocausalité, c'est beaucoup plus que ça. C'est pas l'idée de l'avenir qui change le présent, c'est l'avenir lui-même. C'est un événement du futur qui viendrait modifier le présent, et ça, pour toutes sortes de raisons, même si tout le monde n'est pas absolument convaincu, c'est quand même difficile à avaler. Hein, c'est une violation de la causalité. La causalité, c'est que tout effet est le résultat d'une cause qui le précède, et si un effet peut rétroagir sur sa cause pour l'annuler, ben, il n'y a plus aucun discours possible. Il n'y a plus aucune théorisation possible. Bon. Donc voilà. Donc il y a des gens qui opposent à cette doctrine de l'univers bloc ce qu'ils appellent le présentisme. Le présentisme, c'est l'idée que n'existe que ce qui a lieu. J'ajouterais, n'existe que ce qui a présentement lieu. Donc le futur n'existe pas du tout, pas encore en tout cas, et puis quand il existera, on dirait que c'est le présent. Donc il n'existera jamais en tant que futur, et pareil pour le passé, il n'existe plus. Et donc il y a cette compétition conceptuelle entre le présentisme et l'univers bloc. Mais vous qui êtes jeune, vous n'avez sans doute pas le temps d'attendre que les physiciens se mettent d'accord. Ça risque de prendre beaucoup de temps. D'accord ? Et donc, si j'étais à votre place, c'est-à-dire si j'étais jeune, je me débrouillerais pour, sans attendre leur avis, me faire ma petite combinaison personnelle d'univers bloc et de présentisme. Je me ferais une petite magouille. C'est-à-dire, je retiendrais de l'univers bloc
non pas à l'idée que le futur est déjà écrit, complètement déterminé, je retiendrai de l'idée de l'univers bloc que le futur existera. Il y aura un futur. Pour ne pas céder aux sirènes des collapsologues qui promettent la fin du monde pour, je ne sais pas quand, 2000... Enfin, ils l'ont déjà promise, elle n'a pas eu lieu, mais c'est partie remise. Donc, il y aura un futur. Donc ça, c'est le tribut que vous accordez à l'univers bloc. Et puis, vous allez retenir du présentisme que ce futur qui existera, il n'est pas complètement déterminé. Tout n'est pas joué. Et donc, il y a encore une place pour le jeu, pour la volonté, pour le désir, pour le projet. Il y a évidemment des choses qui sont déterminées. Par exemple, l'évolution du climat dans les 30 prochaines années, elle est jouée. C'est-à-dire qu'elle va dépendre de ce qu'on a fait dans le passé. En termes d'émissions de gaz à effet de serre, ça va être un régime balistique. Et ça va évidemment mal se passer. Mais ensuite, ce qui va se passer dépendra de ce que nous allons faire. Et c'est ça qui rend le futur, disons, intéressant, c'est qu'il n'est pas prédictible au sens d'une détermination complète, puisqu'on est capable de dire que le futur va dépendre en partie de ce que nous allons faire. Et comme nous ne savons pas prévoir ce que nous allons faire, le futur devient difficile à prévoir. Mais le fait de savoir qu'il y a cette possibilité fait qu'on doit être capable de dire qu'est-ce qui dépend de nous, sur quoi on pourra agir, et qu'est-ce qui ne dépend pas de nous. Et je ne sais pas si dans l'histoire de l'humanité, on a été très souvent mis dans de telles situations. On sait qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, on sait qu'il y en a qui dépendent. Quels sont nos leviers d'action? Qu'est-ce qu'on peut faire qui permettent de configurer le futur d'une façon qui tienne compte à la fois de ce que nous savons. Je dis ça parce que si vous devenez ingénieur, par exemple, ou scientifique, chercheur ou autre, vous constaterez qu'il y a beaucoup de gens qui sont et même la pandémie l'a bien montré, qui sont très prompts à inventer des stratagèmes intellectuels pour ne pas croire ce que nous savons. Quand ce que nous savons nous déplaît, ça nous déplaît, donc on invoque des arguments pour dire que c'est pas sûr, il y a un doute. Méfiez-vous des gens qui disent la science et le doute. Ce qui est le doute, c'est pas la science, c'est la recherche. Et la science et la recherche, ça n'a rien à voir. La science, c'est un corpus de connaissances qui constitue les bonnes réponses à des questions bien posées et qu'on n'a pas lieu de remettre en cause sans arguments très solides. Par exemple, quelle est la forme de la Terre? Elle est plutôt... Faut que j'arrête. Elle est plutôt ronde. Est-ce que l'atome existe? Oui. Est-ce qu'il ressemble à l'atome des Grecs? Non. Est-ce que l'univers est en expansion? Oui. Ça, c'est de la science. C'est sûr. Mais ce corpus de connaissances, il est incomplet. Donc il pose des questions dont on n'a pas la réponse. Ni les scientifiques, ni les autres. Est-ce qu'il existe une vie extraterrestre? On n'en sait rien. Est-ce que le neutrino est une particule identique à son antiparticule? On n'en sait rien. Donc, on fait des recherches. Le moteur de la recherche, c'est le doute. Mais vous avez vu que pendant la pandémie, dans les médias, on a confondu la science et la recherche. Et on en est arrivé à ce syllogisme absurde, la science c'est le doute. Et si la science c'est le doute, et si en plus les experts s'étripent sur les plateaux de télé, alors moi avec mon bon sens, mes croyances, mon ressenti,
mes connaissances, je peux dire ce qu'il faut penser de tel ou tel sujet qui fait controverse. Et ça fait la grande controverse, la grande confusion dans laquelle on est, où on a demandé à la science de se ranger sous la coupe de l'opinion. Et si je puis dire, à Marseille, vous avez été servi. Voilà. Non, en gros, vous devez configurer le futur d'une façon qui tienne compte de ce que nous savons. C'est pas l'utopie, hein. Faut pas rêver à des choses impossibles. Faut tenir compte de ce que nous savons, tenir compte de ce que nous voulons, et tenir compte également de ce que nous sommes en train d'apprendre du fait de la crise que nous avons traversée. Voilà, je m'arrête là parce que je crois que j'ai dépassé non pas mon temps de parole, ma durée de parole. Merci beaucoup Étienne Klein pour ce bel enseignement que vous donnez aux lycéens et aux étudiants du lycée Thiers. Et donc là, quelle heure est-il ? Il est 15h25 et on a jusqu'à 16h15 pour converser ensemble. Ce que je vous propose, c'est n'ayez pas peur de poser des questions, même de prendre des risques dans les questions que vous allez poser, parce que vous ne serez pas évalué. Étienne Klein ne va pas vous donner un commentaire. Donc vous pouvez prendre le risque de poser des questions et même de prendre quelques risques quand vous les poserez, même si vous craignez de vous tromper. Donc n'hésitez pas, parce que ce qui est très important, c'est de prendre des risques. Donc je vous laisse la parole. Moi j'ai une question, mais je préférerais que ce soit vous qui posez la première question, et il y aura aussi vos professeurs qui pourront en poser après vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut... Ah, il y a un jeune homme au fond. D'accord. Oui, bonjour Monsieur Klein. Je ne sais pas si tout le monde m'entend. Oui. Alors, le temps est vraiment lié au mouvement, et même d'ailleurs, j'ai l'impression au changement, parce qu'il est difficile de concevoir une notion de temps sans changement, pour moi, sans entropie, sans la notion d'entropie. Est-ce que vraiment le changement et le temps sont liés, ou bien on peut les dissocier ? Est-ce que vous avez tous entendu les questions ? Je ne crois pas, non. Je crois que si vous prenez par exemple un système à l'équilibre thermodynamique, il n'y a plus de changement, en tout cas il n'y a plus de changement des variables macroscopiques, et le système se maintient dans son état. Donc il y a du temps. Le temps, il permet, si vous voulez, que le système se maintienne à l'identique. Et donc l'absence de mouvement n'est pas la fin du temps, au contraire. C'est là que le temps se montre vraiment et se distingue du changement qui est son habit principal dans la... Si vous voulez, il y a... Je ne sais pas si vous connaissez un peintre, un artiste franco-polonais qui est mort en 2011, qui s'appelait Roman Opalka, O-P-A-L-K-A. C'est un monsieur que j'ai pu rencontrer d'ailleurs qui avait rendez-vous avec sa femme à Varsovie un jour de 1965. Et à l'époque, je le rappelle pour les plus jeunes, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc il attendait, sa femme qui était en retard. Et il a senti, dit-il, le fait que le temps est compact. C'est-à-dire on peut pas réduire la durée d'une durée. Et que l'impatience, au contraire, augmente la sensation de la durée. Et à partir de ce moment-là, il a produit la même œuvre toute sa vie. Il a peint sur des toiles rectangulaires sur fond noir la suite des nombres entiers. Et à chaque fois qu'il avait terminé une toile, il peignait avec de la peinture blanche sur le fond noir, 1, 2, 3, 4. Il se prenait en photo avec le même appareil, dans la même position, les mêmes vêtements, le même éclairage. Et il a fait ça pendant 4 décennies. Il est arrivé à 4 millions. Et son œuvre, c'est donc
la suite des nombres entiers, des photos. Et pour moi, c'est une œuvre magnifique parce qu'elle illustre, et elle illustre ce que nous dit la physique sur le rapport entre temps et changement. La suite des nombres entiers, c'est l'équivalent du cours du temps. Tous les nombres sont différents les uns des autres, de même que tous les instants du temps sont inédits. Mais tous les nombres sont fabriqués de la même façon. On ajoute une unité au nombre précédent. Donc les nombres sont différents, mais ils ont le même statut, de même que tous les instants sont différents, mais ont le même statut. Et puis son visage photographié montre, à mesure que le temps passe, les cheveux qui blanchissent, les rides, etc. On ne va pas faire plus de commentaires là-dessus. Et ça, c'est ce qu'on appelle le devenir. Autrement dit, il a illustré de façon artistique le cours du temps, qui n'est pas la même chose que ce que les physiciens appellent la flèche du temps, qui est liée au changement. Parce que tout à l'heure, quand j'ai parlé du cours du temps, j'ai dit il y a une petite flèche, on l'appelle la flèche du temps. Mais justement, cette flèche, ça n'est pas ce qu'en physique on appelle la flèche du temps. C'est le cours du temps. Le cours du temps. Parce qu'en fait, le temps qui passe, il est toujours irréversible. C'est-à-dire que tout instant qui est passé ne sera jamais réactualisé. On ne passe pas deux fois par le même instant. On n'y passe qu'une fois. C'est ça qu'on appelle l'irréversibilité du temps. Et ce qui fait que la question du changement s'est posée, c'est au XIXe siècle. Alors, je ne sais pas si vous l'avez étudié, mais quand vous prenez les équations de la physique que vous connaissez, par exemple Newton, la loi fondamentale de la dynamique, la force proportionnelle à l'accélération. Imaginez que dans cette équation, vous changez t, la variable temps, en son opposé. Vous changez t en moins t. Donc en fait, vous faites défiler le temps dans l'autre sens. Au lieu qu'il aille du passé vers le futur, il va du futur vers le passé. Vous remontez le cours du temps. Mais vous avez cette chose surprenante, c'est que l'équation ne change pas. Parce que c'est une dérivée seconde. Hein. Moins t deux fois, ça fait... Donc quand le temps s'écoule à l'envers, les équations de la physique ne changent pas. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on peut remonter le cours du temps, ça ne veut pas dire qu'on peut voyager dans le temps, etc. Ça veut dire simplement que tous les phénomènes physiques que décrit la physique sont des phénomènes réversibles. C'est-à-dire que si une loi physique permet à un système physique d'aller de l'état A, qui est son état initial, vers un autre état plus tard, qui est l'état B, alors la même loi physique dit que le système peut aller de l'état B à l'état A, plus tard. Autrement dit, le fait que les équations soient réversibles implique que tout système physique peut retrouver dans son futur les états qu'il a connus dans son passé. Ok? Et ça, on ne l'avait pas trop remarqué au XVIIIe siècle. On l'a remarqué au XIXe, au moment où apparaissent, grâce à des travaux d'ingénieurs, de nouvelles équations, notamment l'équation de la chaleur ou les équations de la thermodynamique, qui sont complètement différentes de celles de la mécanique. Par exemple, si vous prenez l'équation de la chaleur, vous changez T en moins T dedans, l'équation n'est plus la même. Et là, les gens se sont dit, mais au fait, les équations de la mécanique sont réversibles. Or, dans la vie courante, on n'a jamais vu de phénomène réversible. Ça n'existe pas. Par exemple, si vous mettez du lait dans votre café, ça fait du café au lait. Vous pouvez attendre la nuit des temps, vous ne retrouverez jamais l'état initial, avec du café noir d'un côté et du lait blanc de l'autre. Autrement dit, dans la vie courante, on ne voit jamais de système qui retrouve dans le futur les états qu'ils ont connus dans leur passé. Tous les phénomènes sont irréversibles. Alors que les équations de la thermodynamique, non, elles sont irréversibles.
Pourquoi? Parce que, en gros, la chaleur va du chaud vers le froid et c'est tout. Donc si vous filmez par exemple une collision de boules de billard, deux boules de billard qui entrent en collision, vous la filmez avec votre téléphone. Ensuite, vous projetez la collision que vous avez filmée sur un écran en passant le film à l'envers. Ben, vous avez vu deux boules comme ça qui se choquent, qui partent dans des directions opposées. Le film à l'envers, elles se choquent en venant des directions finales. Eh bien, si vous n'avez pas vu la scène primitive, l'expérience que vous avez filmée, en regardant simplement le film, vous serez incapable de dire s'il passe à l'endroit ou s'il passe à l'envers. C'est ça que veut dire la réversibilité des équations de la mécanique. Alors que si vous filmez un processus dans lequel la chaleur va du chaud vers le froid, si vous projetez le film à l'envers, vous verrez la chaleur qui va du froid vers le chaud. Et là, vous direz c'est impossible. C'est impossible de reproduire dans la réalité un processus dans lequel la chaleur va du froid vers le chaud. Donc les équations de la thermodynamique sont irréversibles. Et là, il y a une controverse horrible lancée par des physico-chimistes. Parce que, évidemment, j'ai rien contre les physico-chimistes et encore moins contre les chimistes. Mais quand vous montrez une équation réversible à un chimiste, il tombe de sa chaise. Pourquoi? Parce que lui, il prend des éprouvettes. J'ai eu des mauvaises notes en chimie, donc je me venge. Il prend une éprouvette, il y a un liquide bleu, on prend une pipette, on met un liquide jaune, ça explose ou ça sent mauvais, c'est parfois les deux en même temps. Et donc l'état final est très différent de l'état initial. Et quand on dit aux chimistes, tu sais, les équations de la physique disent que le système peut retrouver son état initial plus tard, le chimiste, il dit bullshit. Et ben c'est ce qu'ont fait les chimistes du XIXe siècle. Ils ont dit, les bonnes équations sont celles de la thermodynamique, parce qu'elles ressemblent aux phénomènes que nous observons. Ces gens, on les a appelés les énergétistes, et ils ont même fait des traités de philosophie disant que la matière était une idéalité, que les équations de Newton étaient vraies pour le système solaire, mais pas du tout pour le monde dans lequel nous vivons, et que puisque les phénomènes sont irréversibles, les équations de la physique doivent être irréversibles. Bon, ces gens s'appellent Oswald en Allemagne, et puis en France, il y a eu des gens comme Berthollet, d'autres. Et puis il est arrivé un jeune gars, viennois, en 1871, qui s'appelle Boltzmann. Et Boltzmann, il a compris que l'irréversibilité macroscopique que nous voyons autour de nous était liée au fait que dans les corps physiques, gaz ou autres, il y a beaucoup d'atomes. Or, à l'époque, les physiciens ne croyaient pas à l'existence de l'atome. Et d'ailleurs, les énergétistes reprochaient à Boltzmann de croire à l'atome que personne n'avait jamais vu. On lui disait, tu fais de la métaphysique. Et lui a démontré, en écrivant l'équation de Boltzmann, qu'en fait, la thermodynamique, c'est une mécanique statistique. C'est une mécanique statistique. C'est-à-dire qu'on peut retrouver les équations de la thermodynamique à partir des équations de Newton, à condition de supposer que l'atome existe. Et comment expliquer l'irréversibilité des phénomènes? C'est très simple. Si je prends la collision de deux boules de billard dont j'ai parlé, je la filme, je la passe à l'envers, je ne sais pas dire dans quel sens ça s'est passé. Mais si on veut prendre deux boules, j'en prends beaucoup. Je les mets dans un triangle, je crois que c'est le billard américain. Je mets les boules dans un triangle. J'enlève le triangle, je frappe l'ensemble par une boule qui vient sur un côté. Ça éparpille toutes les billes, les boules de billard qui vont dans tous les sens. Je filme. Je passe le film à l'envers. Je vois des boules qui viennent de partout, qui s'assemblent en triangle. Et une fois qu'elles sont bien ordonnées dans le triangle, il y a une boule qui part perpendiculairement à un des côtés. Ça, je ne pourrais jamais jouer au billard. Donc dans ce cas-là, je vois que le film est à l'envers. Je vois que le film est à l'envers, parce que ce que je vois, c'est très peu probable. Et donc, Boltzmann comprend que si l'atome, l'équivalent des boules,
existe, alors on peut comprendre l'irréversibilité des phénomènes physiques à partir d'équations réversibles. C'est génial. Et vous voyez, c'est la même idée que tout à l'heure. Les lois physiques contredisent l'observation. Avec des lois irréversibles, on peut comprendre les phénomènes irréversibles. Et évidemment, la controverse est devenue très violente. Boltzmann était quelqu'un d'assez fragile psychologiquement. Il a été victime de harcèlement de la part des énergétistes. Et il s'est suicidé en 1906, qui est l'année où on a découvert l'atome, grâce aux expériences de Jean Perrin. D'accord ? Donc vous voyez, la flèche du temps, comme on l'appelle, c'est-à-dire le fait que les phénomènes physiques soient irréversibles, c'est ça le changement. Et ce changement est lié au processus physique et non pas au temps même. Donc le temps n'est pas du tout la même chose que le changement, parce que le temps, il faut plutôt l'assimiler au cours du temps et non pas à la flèche du temps. La flèche du temps, c'est le problème qui consiste à expliquer comment il se fait que dans un temps irréversible, il y a des phénomènes qui sont irréversibles et d'autres qui ne le sont pas. Et donc, pour répondre à votre question, excusez-moi d'avoir été un peu long, mais je ne dirais pas que le temps, c'est le mouvement. Merci. Une autre question derrière. Voilà. Monsieur Klein, alors, je ne sais pas si tout le monde m'entend. Je ne suis pas encore un élève en terminale, je suis en première. Par conséquent, je ne sais pas si cette question peut être répondue avec les programmes de l'année suivante. Mais à chaque fois que durant toute votre conférence, vous avez parlé du temps, comme si c'était quelque chose d'unique. Pourtant, il y a Oui. En 2019, j'avais lu dans un magazine de vulgarisation scientifique des scientifiques qui auraient soi-disant réussi à dater l'idée de temps et le fait que le temps puisse exister un petit peu après le Big Bang. Est-ce qu'on pourrait envisager la possibilité qu'il existe plusieurs temps et que chaque personne, ou voire chaque atome ou chaque particule, soit soumise à un temps différent ? Ce qui expliquerait par exemple que si je me soumets à certaines conditions dans l'univers, je pourrais rester jeune tandis que vous vieillissez ou inversement. Et pour vous, mon temps se serait écoulé plus rapidement ou plus lentement. Et voilà. Alors oui, je vais répondre de deux façons différentes. Comme vous savez, il y a beaucoup de romans de science-fiction qui racontent des voyages dans le temps. Bon. Mais à chaque fois qu'on en lit un, au bout de quelques pages, on tombe sur un problème. Un problème de cohérence. C'est que tous ces romans racontent non pas un voyage dans le temps, mais le voyage d'un temps, celui du voyageur temporel, dans un autre temps que le sien. Donc, à ma connaissance, on n'a jamais été capable de raconter un voyage dans le temps sans mettre en scène deux temps différents. C'est le voyage d'un temps dans un autre. Ok ? Or, s'il n'y a qu'un seul temps, il devient justement cette chose dans laquelle le voyage est impossible. Parce que vous pouvez toujours dire que vous voyagez dans le temps parce que vous suivez le cours du temps, et que demain, vous serez demain. Donc, vous êtes dans une sorte de voyage qui est porté par le cours du temps. Mais ce n'est pas ça qu'on appelle voyage dans le temps dans les romans de science-fiction dont j'ai parlé. En fait, ce qui est interdit en physique, comme d'ailleurs c'est une vérité de la palisse, c'est qu'on ne peut pas changer le passé. C'est-à-dire, ce qui a eu lieu. Même si personne n'en a été témoin, ce qui a eu lieu est protégé de toute rétroaction venant du futur. Vous ne pouvez pas changer un événement passé. Vous pouvez changer votre façon de le raconter, vous pouvez mentir, etc. Vous pouvez l'ignorer, vous pouvez l'oublier, n'empêche qu'il a eu lieu. Ok ? Donc par exemple, il y a des films qui racontent un voyage dans le temps qui fait qu'on se retrouve à la bataille d'Alésia. Bon, alors quand vous allez à la bataille d'Alésia en venant de 2021, vous dites que vous êtes quand ? Et puis il y a une question fondamentale, c'est est-ce que vous êtes capable d'agir dans le présent où vous êtes,
ou est-ce que vous êtes condamné à être spectateur? Alors, si vous êtes spectateur de la bataille d'Alésia sans pouvoir intervenir dans la bataille, c'est ce qu'on appelle le cinéma. Vous êtes au cinéma, vous voyez la scène, mais vous n'en êtes pas un acteur. Et si au contraire, vous pouvez agir, alors là, il faut faire attention. Parce que par exemple, vous pouvez donner une mitrailleuse à Vercingétorix avec le mode d'emploi. Donc Vercingétorix va se servir de la mitrailleuse, il va décimer les Romains, et ça va changer l'issue de la bataille. Donc vous êtes tout content. Les Gaulois ont gagné. Sauf que, comme vous le savez, la bataille d'Alésia a été suivie d'importants mouvements de population. Et il est possible, je ne connais pas votre origine, mais que la rencontre entre votre père et votre mère soit conséquence de ces mouvements de population. Donc si vous changez l'issue de la bataille, vous changez la suite de l'histoire, et vous pouvez faire en sorte que, sans le vouloir, votre père ne rencontre jamais votre mère. Donc vous êtes là alors que vous ne devez pas être là. C'est pour éviter ces paradoxes qu'on préfère dire qu'il est impossible de changer le passé. Et ça a des conséquences en physique très très profondes liées à la causalité dont j'ai parlé, l'essence de l'antimatière, etc. C'est lié à ça. Si vous voulez, l'antimatière, c'est la preuve qu'on ne peut pas voyager dans le temps. Maintenant, pour répondre de façon plus, disons, prosaïque, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui dans les livres de philosophie de terminale, mais quand mon deuxième fils était en terminale, il y a quelques années, dans son livre de philosophie, il y avait un chapitre sur la relativité d'Einstein. Et il était dit ceci: la théorie de la relativité montre que la vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace. Je ne sais pas si cette phrase, vous la connaissez, si vous l'avez déjà lue, mais elle est absurde. Elle est doublement absurde. D'abord parce qu'on parle de vitesse d'écoulement du temps. Vous êtes en classe de première, d'après ce que vous dites, donc vous avez dû apprendre la notion de dérivée. C'est quoi une vitesse? C'est une dérivée par rapport au temps. Dérivée par rapport au temps. Alors la vitesse du temps, c'est quoi? Si vous dérivez le temps par rapport au temps, ça fait quoi? Ça n'a aucun sens. Ou alors ça reviendrait à dire que le cours du temps change son rythme d'écoulement par rapport à lui-même. Ça n'a aucun sens. Autrement dit, le temps n'a pas de vitesse. Ou alors, si vous voulez lui en trouver une, il faudra dire que le temps est cette chose bizarre qui avance de 24 heures toutes les 24 heures. Vous serez bien avancé. Donc non seulement on parle de vitesse du temps de façon abusive, mais aujourd'hui on parle même d'accélération du temps. Alors le temps accélère, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une seconde dure une demi-seconde. Mais si une seconde dure une demi-seconde, on ne dira pas que c'est une seconde. On dirait que c'est une demi-seconde. Donc la notion d'accélération du temps n'a aucun sens. Maintenant, la phrase en question. La vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace. J'oublie ces considérations sur la notion de vitesse qui sont problématiques. J'essaie de comprendre la phrase. Moi, je le fais avec mes étudiants de Centrale. Hein. Je leur dis, là, prenons cette phrase au sérieux. Et eux, ils la connaissent parce qu'ils ont fait des études il y a quelques années, ils ont lu cette phrase. Je leur dis, voilà, on me propose de partir dans une capsule à une vitesse qui est la moitié de la vitesse de la lumière. Là, je suis dans mon référentiel, cette salle de classe, j'ai un livre, et avant de partir, je mesure avec ma montre la durée qu'il me faut pour lire ce livre. Je mesure 2 heures. Je monte dans la fusée, et pour être certain de ne pas m'ennuyer pendant le voyage, j'emporte avec moi des livres de même taille que celui-là, et j'emporte aussi ma montre. Et je pars à une vitesse égale à la moitié de la vitesse de la lumière. D'accord ? Question, dans la fusée, combien de temps vous faudra-t-il pour lire un livre de même taille que celui-ci?
Mes étudiants disent, soit plus que 2 heures, soit moins que 2 heures, mais pas 2 heures, puisque la vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace. Le prof se déplace dans l'espace, donc pour lui, la durée ne sera pas 2 heures, mais autre chose que 2 heures, soit plus, soit moins, on ne sait pas. Or, si on fait l'expérience, si je fais l'expérience, je verrai que dans la fusée, à ma montre, il faut 2 heures. Autrement dit, le principe de relativité d'Einstein, dans son énoncé principal, c'est le même que le principe de relativité énoncé par Galilée. Qu'est-ce qu'a dit Galilée? 2 choses. Premièrement, le mouvement est comme rien. Le mouvement est comme rien. C'est-à-dire, quand vous êtes en mouvement, à condition qu'il soit rectiligne et uniforme, tout se passe exactement comme si vous n'étiez pas en mouvement. Or, quand vous êtes en mouvement, vous m'accorderez que vous êtes immobile par rapport à vous-même. Autrement dit, c'est impossible d'être en mouvement dans son propre référentiel. Donc, quand vous êtes dans la fusée, c'est votre référentiel. Et tout se passe dans la fusée comme ça se passe ici. La vitesse à laquelle vous voyagez n'a aucun effet sur la temporalité des phénomènes que vous vivez. Il faudra 2 heures pour lire un livre. Le mouvement est comme rien. La différence entre Einstein et Galilée, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur la vitesse avec laquelle on va vers le futur, c'est que, d'après Galilée, si je reviens après avoir voyagé à ma montre pendant 2 ans, je reviendrai ici, et la date, ça sera celle d'aujourd'hui plus 2 ans. Et on sera à nouveau synchro, nos montres seront synchronisées. Elles seront à la même heure, on aura vécu les mêmes durées. Alors que Einstein dit, si le prof part à sa montre pendant 2 ans à une vitesse égale à la moitié de la vitesse de la lumière, quand il reviendra ici, tous ceux qui sont vivants aujourd'hui seront morts depuis très longtemps. Ça ferait une différence, j'en conviens. Autrement dit, cette phrase, il faut l'abandonner. Einstein n'a jamais dit « il existe un temps universel, un seul temps, dont la vitesse d'écoulement dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace ». Il n'a jamais dit ça. Il a dit « il existe autant de temps propres qu'il existe d'observateurs différents ». C'est tout. Donc mon temps propre, c'est celui qu'indique ma montre. C'est le même temps propre que vous. Et d'ailleurs, même si vous voyagez en vélo, en voiture, en TGV, en avion, votre vitesse de déplacement sera tellement faible par rapport à celle de la lumière que même si vous faites le tour du monde en avion, quand vous reviendrez, ma montre sera synchrone avec la vôtre. Autrement dit, on a l'impression que le temps est newtonien dans notre vie collective. On peut prendre des rendez-vous, par exemple. On ne peut prendre des rendez-vous que parce que nos vitesses de déplacement sont ridicules. Si on se déplaçait à la moitié de la vitesse de la lumière, on ne pourrait pas prendre rendez-vous. Puisque quand il indique, quand ma montre indique, je ne sais pas, 15 heures, pour quelqu'un qui est en mouvement par rapport à moi, ça sera une autre heure qui dépendra de sa vitesse relative par rapport à moi. D'accord ? Donc, la théorie de la relativité dit que ce qui est universel, ce n'est pas le temps, c'est le fait d'en avoir un. Et chaque référentiel a un temps propre qui se désynchronise du temps propre des autres référentiels qui sont en déplacement par rapport à lui. Donc je ne sais pas si ça répond à votre question, mais ça me permet de préciser ce qu'il faut entendre par relativité restreinte. Si vous voulez, à chaque fois qu'il y a une révolution en physique, je ne sais pas pourquoi, on la présente non pas comme une révolution, mais comme une évolution. C'est-à-dire c'est la même chose qu'avant, mais on bricole un peu. Et en l'occurrence, la façon dont on a vulgarisé la relativité restreinte en France, c'est notamment Langevin qui a fait ça, Paul Langevin, ça consiste à dire finalement la relativité c'est comme Newton, il y a l'espace et le temps. Mais la différence c'est que
avec Einstein, le temps, il a une vitesse d'écoulement qui dépend de l'observateur. Tout faux. D'accord? Et ça a créé des contresens incroyables. Je pense que, je n'ai pas fait de sondage, mais la plupart des gens que je connaisse, ils pensent que quand ils sont en déplacement, ils changent leur temps propre. Que le mouvement change le temps. Ça ne change pas le temps propre, ça change l'écart entre son temps propre et celui des autres. Ce qui n'est pas du tout le même message. D'accord? Donc, on pourrait dire qu'il y a en effet autant de temps qu'il y a de référentiels, donc une infinité. Mais ils ont en commun d'être rythmés de la même façon dans chacun des référentiels. Ils se désynchronisent simplement. Et vous n'avez pas le droit de dire comment... Par exemple, dans l'expérience des jumeaux dont j'ai parlé, ou plutôt, si je reviens après mon voyage et que vous êtes tous morts, vous allez dire, mais le temps, il est passé plus vite pour lui que pour nous, ou l'inverse. C'est absurde. Ça crée des... Moi, je me souviens, quand j'étais en terminale, on avait appris le paradoxe des jumeaux de Langevin. Vous avez deux jumeaux qui ont le même âge. Il y en a un qui reste sur la Terre, l'autre qui part en fusée. Et quand il revient, celui qui est parti est plus jeune que celui qui est resté. Et notre prof essayait de nous expliquer ça en disant mais la vitesse d'écoulement du temps de celui qui est parti n'est pas la même. On n'y comprenait rien. Et ce monsieur, qui était un brave homme, a envoyé la moitié de la classe en faculté de droit. Les gens se sont dit je ne pourrais jamais comprendre la physique. Et en effet, c'était incompréhensible. C'est-à-dire, si vous pensez les situations en disant il y a une sorte de métatemps au sein duquel se déploient des temps différents, vous êtes complètement perdu, ça devient incohérent. La seule façon de comprendre, c'est d'attribuer un temps propre à chaque référentiel, et c'est tout, et ça marche très bien, et c'est cohérent. Oui, du coup c'était à propos du temps de Planck. Je ne sais pas si je vais dire une bêtise, mais il me semble qu'il y a un temps limite qu'on puisse physiquement mesurer, du moins un écart de temps. Est-ce que du coup ça veut dire que le temps, entre guillemets, sauterait de petits grains de temps en petits grains de temps et que... J'entends mal, excusez-moi. Du coup, ce serait à propos du temps de Planck. Il me semble que, si je ne dis pas de bêtises, il y a un temps minimum, entre guillemets, qu'on puisse mesurer, un plus petit temps mesurable. Et du coup, est-ce qu'on peut dire, entre guillemets, que le temps, c'est juste sauter de petits grains de temps en petits grains de temps, voilà. Alors, la question de votre camarade, c'est à propos du temps de Planck. Alors, et vous posez la question de savoir si le temps pourrait être discontinu. Est-ce que le temps pourrait passer de temps en temps? C'est un peu ça la question. Au lieu de couler comme un fleuve, il coulerait comme un canal qui serait ponctué par des écluses. L'écluse se remplit, une fois qu'elle est remplie, ça coule, puis ça se remplit à nouveau. Donc ce serait un cours du temps qui serait discontinu. Bon. Alors il y a des modèles comme ceux développés par Alain Cohn qui militent pour ça, mais il y a cette question, c'est si le temps est discontinu, c'est-à-dire s'il passe, puis s'arrête de passer, puis passe, vous avez une question bizarre qui est pendant combien de temps il ne passe pas? Et donc, un temps discontinu se manifesterait sans doute comme un temps continu. D'accord? Puisque les intervalles de temps dans lesquels il n'y a pas de temps doivent avoir une certaine durée pour que ça reprenne. Et donc, vous devez vous poser la question, pendant combien de temps il n'y a pas de temps? Bon, ça c'est presque une pirouette, mais le temps de Planck, si vous voulez, c'est pas du tout un temps qui apparaît comme étant une quantification du temps physique. Ça, c'est une sorte de malentendu, si vous voulez. Ça vient de quoi? C'est que j'ai combien de temps là pour parler? 20 minutes. Je vais passer 4 à parler du Big Bang, si vous voulez bien. Comme je vous l'ai dit, Einstein pensait que l'univers était stationnaire. L'univers n'a pas d'histoire. On voit qu'il y a des mouvements, par exemple les étoiles se déplacent, mais Einstein, comme tout le monde d'ailleurs, pensait que le mouvement des étoiles, nous le voyons tel qu'il est, et il a toujours été comme nous le voyons qu'il est. Il y a des mouvements dans l'univers, mais l'univers n'a pas d'histoire. L'univers en tant qu'objet physique n'a pas d'histoire. Et il a écrit les équations d'Einstein en 1915, nouvelle théorie de la gravitation, qui laisse penser que la gravitation, c'est pas une force en fait. Je ne devrais pas vous le dire parce que vous apprenez le contraire. Mais souvenez-vous de ce que j'ai dit sur le principe d'inertie.
Principe d'inertie, un corps qui n'est soumis à aucune force, un mouvement rectiligne uniforme. Einstein, comme tout le monde, savait qu'il y a de la gravitation partout. D'autant plus qu'à l'époque, on pensait qu'il n'y avait pas d'autres galaxies que la nôtre. Il y avait des nébuleuses, mais les nébuleuses comme Andromède, on pensait que c'était des structures qui étaient dans la Voie lactée. C'était du gaz, des nuages de gaz dans la Voie lactée. Il a fallu attendre les années 1930 quasiment pour comprendre que nébuleuse, Andromède, c'était une galaxie très loin de la nôtre. Mais en 1915, Einstein pense qu'il n'y a qu'une galaxie, et voilà. Et dans cette galaxie, comme il y a des étoiles partout, il y a de la gravitation partout. Il y a un champ gravitationnel partout. Donc, tous les corps subissent au moins la gravitation. Donc, l'énoncé du principe d'inertie, un corps qui n'est soumis à aucune force, à un mouvement rectiligne uniforme, c'est de la métaphysique. Ce principe énonce une situation qui n'existe nulle part dans l'univers. Puisque partout dans l'univers, les corps subissent au moins la gravitation. Donc Einstein se fait la remarque suivante. Ou bien on accepte, je le cite texto, ou bien on accepte de bâtir la physique sur du sable. C'est-à-dire sur un principe, en l'occurrence d'inertie, qui n'est actuel nulle part. C'est-à-dire c'est un principe qu'on peut énoncer, mais on ne peut décrire aucune situation dans l'univers dont on puisse dire qu'elle correspond à un mouvement inertiel. Il n'existe pas de mouvement inertiel. On accepte ça. Il n'existe pas de mouvement inertiel et le principe d'inertie est un principe fondamental de la physique. Ça fait bizarre, hein, ça fait un peu tâche. Ou bien, continue Einstein, et c'est là le génie, ou bien on démontre que la gravitation n'est pas une force. Et si la gravitation n'est pas une force, alors on ne pourra pas dire d'un corps qui subit la gravitation qu'il subit une force. Et voilà. Après, il va beaucoup travailler, et des années plus tard, il va pondre sa théorie de la relativité générale qui montre qu'en effet, la gravitation n'est pas une force. C'est une déformation de la géométrie de l'espace-temps. Autrement dit, quand je dis que la Terre tourne autour du Soleil sous l'effet de la force de gravitation attractive, je me fais un film. Il n'y a pas de force. En fait, la Terre a un mouvement inertiel, un vrai. Elle ne subit aucune force. Mais alors d'où vient qu'elle a une trajectoire elliptique autour du Soleil ? Réponse d'Einstein, le Soleil déforme la géométrie de l'espace-temps. Donc l'espace-temps se courbe. Et quand on suit une ligne droite, mouvement inertiel, dans un espace-temps courbé, on a une trajectoire curviligne. Donc la courbure de la trajectoire ne vient pas de l'exercice d'une force, elle vient de la géométrie. C'est ça le truc d'Einstein. Et sans entrer dans les détails, ça a permis en effet de considérer l'univers comme un objet physique dont Einstein pensait qu'il était stationnaire. Et puis dans les années 25, 26, 27, 28, aux États-Unis, on met en service 2 télescopes, dont un qui s'appelle le télescope du mont Wilson, un télescope avec un diamètre qui était plus grand que celui des télescopes précédents, avec un astronome qui s'appelait Edwin Hubble. Et puis un autre télescope est utilisé par un autre astronome qui s'appelle Vesto Slipher. Et c'est Slipher qui a montré qu'il y avait d'autres galaxies que la nôtre, parce que la lumière qui nous venait des nébuleuses n'avait pas les mêmes fréquences que la lumière qui nous vient de la galaxie. Elle est décalée vers le rouge, par un effet Doppler, décalage de fréquence. Et Hubble, il a
il a regardé d'autres galaxies, disons, et il a vu que plus elles étaient loin, et plus la lumière était décalée vers le rouge. Donc plus elles allaient vite, plus elles s'éloignaient vite de nous. Et Hubble en a déduit qu'il y avait une fuite des galaxies. Les galaxies sont comme un gaz qui s'étend dans l'espace. Les galaxies nous fuient dans l'espace. C'est ce qu'il voyait. En tout cas, c'est ce qu'il interprétait des données qu'il recueillait. Et c'est une longue histoire, hein, mais je la fais courte. Il y a un chanoine belge qui s'appelle l'abbé Lemaître, qui lui avait déjà montré qu'il n'existe pas de solution stationnaire des équations d'Einstein, et que les solutions les plus naturelles, c'était un univers en expansion ou en contraction. Il a repris les données de Hubble, et il a montré que contrairement à ce que pensait Hubble, les galaxies que Hubble voyait bouger dans l'espace, en fait, sont immobiles. Les galaxies sont parfaitement immobiles. Et donc la question, c'est d'où vient que leur lumière est décalée, comme si elle s'échappait à grande vitesse. Réponse de Lemaître, en accord avec les équations d'Einstein, c'est pas parce qu'elles ne se déplacent pas, c'est simplement l'espace qui les sépare qui se dilate. Et cette dilatation de l'espace augmente leur distance sans qu'elle bouge. C'est comme quand vous gonflez une baudruche. Hein, vous gonflez un ballon. Avant de le gonfler, vous marquez des points noirs avec un stylo. Vous gonflez. Vous voyez que la distance entre les points noirs, à mesure que vous gonflez le ballon, augmente sans que les points se déplacent à la surface du ballon. C'est la même chose. Et c'est ça qu'on appelle l'expansion de l'univers. C'est le fait que les distances augmentent. Non pas parce qu'il y a un déplacement de matière, mais parce que la géométrie gonfle. Et quand vous mettez tout ça ensemble et que vous changez le sens d'écoulement du temps, alors l'univers qui est en expansion, quand on suit le temps normal, quand vous inversez le sens du temps, il est en contraction. Et si vous prenez les équations d'Einstein telles qu'elles sont, vous extrapolez vers le passé, et il se passe un truc bizarre, c'est que la taille de l'univers diminue, la température augmente, la densité d'énergie augmente, et puis vous arrivez à un point. En remontant dans le passé, l'univers se contracte pour devenir un point auquel on a associé l'instant zéro. Et on a appelé ça le Big Bang. Et ce point zéro, il lui correspond à une température infinie et une densité de matière infinie. Et tout le monde a interprété ça comme la création de l'univers, etc. Il y a eu des débats théologiques, et qu'est-ce que faisait Dieu avant, qu'est-ce qui a déclenché qu'est-ce qui a déclenché l'allumette cosmique, etc. Qu'est-ce qu'il y avait avant bon. Question passionnante, mais complètement prématurée. Pourquoi ? Parce que la théorie d'Einstein qu'on a utilisée pour faire ces calculs ne décrit que la gravitation. Alors je pense que vous le savez, dans l'univers, il y a d'autres forces fondamentales que la gravitation, qui d'ailleurs n'est pas une force. Il y a les forces nucléaires, il y en a deux, la faible et la forte, et il y a la force électromagnétique. Donc même si vos calculs sont mathématiquement justes, il y a un moment où ils deviennent physiquement faux, parce qu'ils ne décrivent pas tous les mécanismes physiques, tous les phénomènes que subissent les particules. Il y a un moment où la densité de matière est tellement forte que vous devez tenir compte des forces nucléaires, des forces électromagnétiques, qui ne sont pas décrites par les équations d'Einstein. Donc les équations d'Einstein sont physiquement incomplètes. Elles ne décrivent qu'une interaction, alors qu'il y en a 4. Et en fait, il y a un moment, dans les calculs, on voit, il y a un moment où on sait que l'extrapolation vers le passé à partir des équations d'Einstein devient fausse. C'est ce qu'on appelle le temps de Planck, ou le mur de Planck. C'est un mur qui est caractérisé par une température, une densité, une taille, qui combine les 3 constantes fondamentales G, gravitation, H, constante de Planck, C, vitesse de la lumière. Donc c'est une situation où on voit qu'il y a de la gravitation, G, mais il y a la physique quantique, H, et puis à C, vitesse de la lumière, il y a de la relativité. Donc c'est un endroit où s'entremêlent des phénomènes relativistes, quantiques,
gravitationnelle. Et l'honnêteté intellectuelle consiste à dire, en amont de cette limite, nos équations deviennent physiquement fausses. C'est ça que ça veut dire. Et quand on fait un calcul, on voit que le temps de Planck, c'est 10 puissance moins 43 secondes, sous-entendu après le Big Bang. Ce qui est une phrase fausse. Puisque justement, on ne peut rien dire de ce qui s'est passé avant, parce que nos équations ne fonctionnent plus. Et si vous voulez en savoir plus, il faut lire des livres, mais en une minute, je conclus. Évidemment qu'il y a des gens qui cherchent à décrire l'univers d'avant le temps de Planck, quand la densité était énorme. En gros, l'énergie des particules, électrons, quarks, etc., c'était l'équivalent de l'énergie d'un TGV. Chaque particule avait autant d'énergie qu'un TGV. Je ne sais pas si vous voyez l'ambiance. Pour vous donner un ordre de grandeur comparatif, quand on a fait les collisions de protons au LHC pour produire le boson de Higgs, on donnait aux protons l'énergie d'un moustique en vol. Chaque proton avait l'énergie d'un moustique. Dans un moustique, il y a des milliards de protons. Hein. Nous, c'est un seul proton qui avait toute l'énergie d'un moustique. Et avec ça, on est remonté quelques fractions de secondes après le Big Bang. Mais là, ce n'est pas un moustique, c'est un TGV. Je pense que jamais on fera des accélérateurs capables de créer des collisions mettant en jeu l'énergie d'un TGV, portée par deux particules. C'est des densités colossales. Bon, donc il y a des gens qui essaient de comprendre ce qui s'est passé avant, et pour ça, ils doivent unifier la mécanique quantique, qui décrit les interactions nucléaires et électromagnétiques, et la relativité générale. Et c'est ça qui est dur. Pourquoi c'est dur? Parce que l'espace-temps n'est pas le même. L'espace-temps de la mécanique quantique, il est rigide, statique. C'est celui dont je parlais tout à l'heure avec l'univers bloc. Alors que l'espace-temps de la relativité générale, il est souple, dynamique et dépend de ce qui s'y passe. Donc il y a des pistes théoriques, je n'ai pas le temps de les énumérer. Il y en a une que vous connaissez sûrement de nom, c'est la théorie des supercordes. Il y a des gens qui travaillent sur la gravité quantique à boucle. Il y a des gens qui travaillent sur le vide quantique. Enfin, il y a plein de gens qui travaillent là-dessus. Et le point crucial, c'est qu'on ne sait pas laquelle de ces théories est la bonne, parce qu'on ne peut pas faire d'expérience, et on ne sait pas si la bonne théorie fait partie de ces schémas théoriques. Mais le truc incroyable, c'est que quand on prend n'importe laquelle de ces ébauches de théories et qu'on l'applique à la compréhension de ce qui s'est passé avant le mur de Planck, l'instant zéro disparaît. Je vous donne un exemple. La théorie des cordes, elle implique plutôt que la température maximale dans l'univers est nécessairement finie. Fini, ça veut dire non infini. C'est-à-dire qu'à tout instant de son histoire et à tout endroit de son espace, la température dans l'univers est toujours inférieure à une certaine valeur limite, très grande, mais qui ne peut pas être dépassée. Il suffit que vous entendiez cette phrase pour comprendre que l'instant zéro dont je parlais tout à l'heure va passer un sale quart d'heure. Souvenez-vous, je vous ai dit, à l'instant zéro est associée une température infinie. La théorie des cordes dit qu'il n'y a pas de température infinie. Donc la théorie des cordes nous dit que l'instant zéro des modèles de Big Bang des années 1950 n'a pas physiquement existé. Alors comment est-ce qu'on remplace tout ça? Eh bien, il y a l'idée qu'avant ce qu'on appelle le Big Bang, il y avait un univers en contraction, donc il s'échauffe. Il finit par atteindre la température maximale autorisée par la théorie des cordes, avant d'atteindre une taille nulle. Là, il ne peut pas se contracter davantage, parce que ça augmenterait sa température, donc il dépasserait la température limite. Donc il ne se contracte plus, il rebondit sur lui-même, et devient l'univers en expansion qui est le nôtre. Autrement dit, ce qu'on appelait le Big Bang, ce n'est pas une explosion originelle, c'est une transition de phase entre un univers d'avant et l'univers d'après. D'accord ? Et puis si je prends d'autres théories, ça sera d'autres modèles, mais dans tous les cas, il y a une histoire. Autrement dit,
Nous n'avons pas la preuve aujourd'hui que l'univers a eu un commencement. Parce que pour démontrer que l'univers a un commencement, il faudrait démontrer qu'il a été précédé par du néant. Qu'est-ce que c'est que l'origine de l'univers? C'est il n'y a rien, rien du tout, puis il y a un truc. On n'a pas la preuve qu'il n'y a eu rien. Et vous remarquez, ça sera ma conclusion, méfiez-vous des gens qui vous disent l'origine de l'univers, c'est ceci ou cela. Parce que tout le monde parle de l'origine de l'univers, mais en fait, personne ne l'a dit jamais. Il y a des gens qui vont vous dire oh, l'origine de l'univers, c'était un œuf primitif. D'autres vont vous dire c'était le chaos. D'autres vont vous dire c'est un océan primordial. D'autres vont vous dire c'est un trou noir. D'autres vont vous dire c'est une brane, je ne sais pas quoi. Mais vous voyez qu'à chaque fois que vous nommez l'origine de l'univers, vous prononcez une phrase qui contredit l'idée que l'univers a une origine. Prenez par exemple ceux qui disent que l'univers est né d'un œuf originel. Ben, ok. Deux possibilités. Soit l'œuf en question a toujours été là. Donc il y a toujours eu quelque chose. Donc l'univers n'a pas d'origine. Il y a toujours eu quelque chose. Soit l'œuf en question n'a pas toujours été là. Ça veut dire qu'il est l'effet d'une cause autre que lui-même qui l'a précédé. Donc ce n'est pas l'origine. D'accord ? À chaque fois que vous désignez l'origine, vous niez l'origine. D'accord ? Et donc la question de l'origine de l'univers est une question métaphysique. Comment le néant, s'il a existé, a-t-il pu cesser d'être le néant? Les physiciens ne racontent que des généalogies, des histoires, mais jamais des commencements. Le fait d'avoir interprété le Big Bang comme un instant zéro, c'est le résultat d'une extrapolation, d'un calcul et non pas d'une observation. Donc là encore, vous voyez, tout est piégé. Et il y a du travail pour vous. Eh bien, vraiment, merci infiniment pour cette belle conversation scientifique que vous nous avez offert. Je crois qu'on peut applaudir Étienne Klein.